La Russie en a assez. Une révolte interne massive est en cours et les citoyens se soulèvent pour détruire l'armée de Poutine. Un mouvement anti-guerre vient de lancer une vague de sabotage, détruisant des dizaines de locomotives qui transportent des armes et des munitions pour l'invasion. L'effet est dévastateur. 70% du transport militaire russe s'effectue par train. C'est pourquoi ces attaques ont un impact disproportionné sur les lignes de front, forçant une armée russe déjà en difficulté à cannibaliser sa logistique. Cette révolte est la réponse directe à l'ordre de Poutine. Alors que la télévision du Kremlin prépare la population à de plus lourdes pertes, les soldats désertent activement le front. Pour arrêter cela, les commandants russes ont reçu l'ordre de menotter leurs propres soldats à des blessés. Ainsi, ils peuvent les contraindre à reprendre le combat. Mais à cause de tout cela, les Russes et Paulus apprennent lentement la vérité sur la guerre, sur la façon dont ça se passe vraiment pour Poutine. Et c'est pourquoi Poutine a peur de sa propre population. On peut le voir simplement en regardant combien il dépense pour la sécurité intérieure. En 2021, avant le début de l'invasion, la Russie dépensait environ 2000 milliards de roubles par an. Aujourd'hui, seulement 3 ans plus tard, la Russie dépense le double de cette somme, 4000 milliards de roubles par an. Malgré ce chiffre élevé, cela semble insuffisant. Le 6 novembre en est un parfait exemple. La vidéo à l'écran a été publiée il y a 2 jours par le mouvement de résistance pour la liberté de la Russie. Ils ont mené une série d'opérations de sabotage dans tout le pays, détruisant plusieurs locomotives utilisées par Poutine pour transporter armes et munitions vers l'Ukraine. Dans la déclaration publiée avec la vidéo, le mouvement a affirmé avoir porté un coup puissant à la logistique de l'armée de Poutine, ajoutant que pendant que ceux qui ont abandonné restent sur des canapés confortables, eux agissent et atteignent de nouveaux sommets. Ils ont conclu en affirmant que la résistance de la Légion se renforce et s'étend dans tout le pays. La racaille de Poutine vivra dans la peur et oubliera la sécurité. C'était là un appel direct adressé au petit Vladimir lui-même. Mais voyez-vous, ce qui l'a surtout effrayé, ce n'était pas la déclaration, mais que ce n'était pas un cas isolé. Il y a une semaine, fin octobre, un autre groupe a visé plusieurs gares, perturbant l'acheminement des fournitures militaires. Le même groupe avait mené une autre attaque quelques semaines auparavant, au début du mois d'octobre, puis une autre en septembre. Les attaques se multiplient en chaque mois, à mesure que Poutine s'affaiblit. Il y a une raison pour laquelle ces personnes visent les trains. La Russie est un grand pays, même si cela ne suffit pas à Poutine. Être un grand pays implique que les trains sont un excellent moyen de transport à travers la nation. Ce qui est un avantage d'un côté devient un point d'étranglement de l'autre. 70% du transport militaire russe passe toujours par le train. Cela signifie que détruire 1 ou 2 trains, ou peut-être une voie ferrée, aura un impact disproportionné sur la façon dont l'armée russe reçoit ses approvisionnements. Le meilleur dans tout cela, c'est que l'Ukraine apprend des Russes. Juste la nuit dernière, l'Ukraine a mené sa propre attaque, et cette fois, l'Ukraine visait un train de transport russe en plein trajet. Regardez. Dans cet extrait, vous avez vu un dépôt de pétrole exploser, 2 trains, puis un autre dépôt de pétrole. Je pense que nous savons déjà pourquoi l'Ukraine cible les infrastructures énergétiques. Nous en avons beaucoup discuté. Il est aussi essentiel de savoir pourquoi ils visent les trains en pleine circulation. Regardez ce reportage. L'Ukraine avait déjà mené une attaque similaire contre un train fin août, et la voie ferrée a été réparée 2 mois plus tard. Dès la réouverture de la voie ferrée réparée, l'Ukraine l'a frappée à nouveau. Maintenant, je ne comprends pas pourquoi la Russie met autant de temps à réparer ses voies ferrées, étant donné l'importance de ces lignes pour le transport. Si je devais deviner, je suppose simplement, c'est parce que tous les réparateurs sont occupés à réparer les raffineries, et c'est pour ça que les voies ferrées passent au second plan. Ou peut-être que la compagnie des chemins de fer russe, plus grand employeur du pays, est en difficulté et prévoit des licenciements massifs. C'est une excellente nouvelle pour l'Ukraine que la Russie prenne autant de temps à tout réparer. Maintenant, l'Ukraine ne vise pas seulement les trains russes, elle cible aussi les soldats russes en transit. C'est-à-dire que, même avant que ces soldats n'atteignent la ligne de front,
Les RON ukrainiens les éliminent. Et ils les éliminent en grand nombre. Regardez ce rapport, selon un correspondant de guerre russe. Et je veux souligner que ce type qui rapporte cela est un partisan de la Russie. Alors faites vraiment attention à ce qu'il va partager. Selon lui, à cause des drones ukrainiens, un nouveau soldat n'a qu'une chance sur 2 d'atteindre la ligne de front. Et l'espérance de vie moyenne d'un nouveau soldat sur la ligne de front est de 12 jours. Chaque fois que j'entends 50-50, ça me rappelle ce film. Regardez. Et sérieusement, c'est sûr ça? Conduire jusqu'à Bagdad? Oui, très sûr, c'est un sang. 50-50 donc, 50% de survivre ou mourir. Maintenant, Poutine sait tout ça, et il s'en fiche complètement. En fait, il est prêt à sacrifier encore plus de gens juste pour avoir plus de terres en Ukraine. C'est pourquoi les commandants russes sont en fait récompensés pour avoir gagné du terrain. Ils ne sont pas récompensés pour avoir sauvé des vies ou maintenu peu de pertes. Si la récompense est liée au gain de terrain, vous envoyez un maximum de personnes et espérez en avoir davantage. C'est exactement ce qui se passe sur les lignes de front, et cela va continuer tant que cette guerre durera. C'est pourquoi la télévision du Kremlin prépare déjà la population russe à des pertes encore plus lourdes. Voilà ce qu'il diffusait encore hier. Sans un tel concept, vous savez, il y a cette... Allez, appelée force morale d'une armée. Dans un conflit actif, il s'agit de savoir jusqu'à quel point les pertes doivent être lourdes pour qu'une armée se sente vaincue. Commence à battre en retraite. Pour les armées européennes, 30% pour l'armée russe, 70%. Ça, c'est seulement quand 70% de la force perdue. Des pensées surgissent, comme peut-être qu'on perd. c'est ça. Toute la différence. Maintenant, ces propagandistes ne se soucient pas du nombre de Russes qui meurent, car les membres de leur famille n'iront pas mourir sur le front. Je me souviens qu'en 2023, lorsque Jason J. Smart a publiquement exposé le plus grand propagandiste de Russie, Vladimir Solvolé. L'hypocrisie. Daniel, le fils de 21 ans du propagandiste Vladimir, travaille comme mannequin à Londres. Bien que Vlad appelle à la guerre contre l'Ukraine, il a omis de mentionner cela, ou que son fils aîné esquive la conscription. Les Russes ont été furieux lorsque cette nouvelle est sortie, et cela a pris une telle ampleur sur les réseaux sociaux russes que Solovroy lui-même a dû y répondre dans son émission télévisée. Il a essentiellement dit « Eh, mes enfants étaient à Londres, mais ils n'y sont plus, ils sont de retour à Moscou. » Mais il n'a pas mentionné que ses enfants n'ont pas participé à cette invasion. Ils vivaient en réalité dans leur appartement à plusieurs millions à Moscou. Pendant que Vladimir appelait tous les Russes à rejoindre la guerre, je me demande pourquoi. Eh bien, devinez quoi? Même si Poutine et ses propagandistes s'en fichent, le peuple russe commence à se demander pourquoi leurs proches sont envoyés à l'abattoir. Écoutez ce que cette femme russe vient de publier il y a quelques jours. D'abord, ils ont mobilisé son cousin. D'abord, mon cousin a été mobilisé, puis mon frère. Maintenant, tous deux sont dans des cercueils. Mon cousin a été mobilisé, il est parti en mission et il a été déclaré disparu au combat. Mon frère a dit « Je vais le retrouver ». Au début, il est allé à Bakhmut où il a passé presque un an. Ensuite, il est parti en permission. Il a été blessé. Il est resté à la maison pendant 6 mois. Il est resté à la maison pendant ce temps. Ensuite, Amiles est retourné. En bref, toutes les personnes avec qui il a servi n'étaient plus en vie. Alors, il est retourné à son unité, mais il y avait déjà d'autres gars là-bas. Il est allé à Kursk. Est allé à Kursk avec. En bref, ils ont disparu lors de leur première mission. Mon cousin mobilisé est aussi porté disparu. Ma tante et mon oncle ont reçu une lettre leur demandant leur acide désoxyribonucléique. L'Ukraine et la Russie ont échangé des sacs mortuaires où la carte d'identité de mon cousin a été retrouvée. Comment est-ce qu'elle s'est retrouvée là? En résumé, il y a eu une correspondance acide désoxyribonucléique avec la moelle épinière et autre chose. Et à cet endroit-là, l'acide désoxyribonucléique a coïncidé. C'est tout ce qu'il restait de mon cousin pour qu'il puisse l'enterrer, mais au moins maintenant, il ne va plus nulle part. Mais ce n'est pas grave. C'est pourquoi de nombreux soldats russes ignorent leurs commandants au front. Et pire encore, parfois ils désertent carrément la ligne de front. Récemment, les services de renseignement ukrainiens
ont intercepté une conversation entre 2 soldats russes, et ils essayaient de comprendre pourquoi l'opération d'assaut qu'ils avaient ordonnée avait été retardée. Eh bien, il s'est avéré qu'environ 20 soldats ont simplement refusé d'accomplir la mission suicide, et en plus de cela, ils ont cessé de communiquer avec leur commandement. Maintenant, selon la terminologie russe, les 500 sont ceux qui refusent de participer au combat, les déserteurs ou d'autres qui désobéissent à l'ordre. Maintenant, écoutez cet enregistrement audio. Oui, j'ai l'info. On va voir avec ces enfoirés, sinon ils sont foutus. J'ai compris. Il y a 20 personnes assises là. Environ 500, je suppose. Merde. Ils chiffrent depuis le commandement. Merde. Oui, je comprends. Eh bien, il semble que ceux-là aussi pour se cacher. Oui, je comprends. D'accord. Maintenant, déclare-les comme déserteurs. J'ai compris, oui. Alors, que fait Poutine pour arrêter une telle tendance? Eh bien, il dit littéralement à ses commandants d'attacher les soldats avec des menottes à d'autres troupes blessées. Ainsi, les gens ne peuvent pas fuir, et il les force à se battre tout en sachant qu'ils vont mourir. Ce n'est pas moi qui le dis. Cela vient d'un soldat russe en première ligne. Regardez. Quel est votre nom? Armée de Russie? Regardez ici ce qu'on appelle l'armée russe. Des gens, contre leur gré, sont menottés, aspergés de gaz poivré. Est-ce normal? Ici, nous sommes assis menottés. Les gens ne veulent pas aller au front après avoir été en captivité, et ils ont le droit de refuser. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils nous ont forcés à partir ensemble. En pantoufles, jambes blessées. Voici les pantoufles. J'ai des éclats d'obus dans les jambes. Ici, jambes blessées et éclats d'obus. Des personnes avec béquilles sont forcées d'être emmenées. Je n'ai même pas passé la commission médicale militaire. Je n'ai rien passé du tout. Cet homme ici non plus ne l'a pas du tout passé. Pourquoi faire? Il nous jette là-bas comme de la chair à canon. Je veux que quelqu'un mette de l'ordre dans tout ça. Que se passe-t-il en Russie? Unité militaire numéro 24776? C'est comme ça. C'est ce qu'ils font. Je vous demande de vous pencher sur cette situation et de nous aider. Nous ne voulons pas mourir. Nous sommes sous le choc. Nous étions déjà là-bas. S'il vous plaît, aidez-nous. Des politiques comme celle-ci expliquent exactement pourquoi de plus en plus de Russes se rendent simplement aux forces ukrainiennes. Ils savent qu'en se rendant, ils espèrent revoir leur famille un jour. Les Ukrainiens l'ont découvert en interrogeant un de ces prisonniers de guerre. L'un d'eux a essentiellement dit qu'il s'était rendu parce qu'il voulait revoir sa mère, et il n'avait que 21 ans. C'est l'aspect le plus triste de cette guerre qui a coûté tant de vies russes. Les soldats russes sont de plus en plus jeunes chaque mois. Je dois abandonner. Je ne veux pas mourir. J'ai 20 ans. Sans réfléchir à 2 fois, je dois me rendre. Je ne veux pas mourir. J'ai 20 ans après tout. J'ai aussi promis à ma mère que je reviendrai. C'est complètement foutu ici. Quand les grands-mères pleurent ici, c'est carrément dingue. Papy et mamie sont allés quelque part, probablement pour chercher de l'eau, et ils ont été tués par un oiseau. Ne partez pas à la guerre. Tout ça, c'est complètement n'importe quoi. Qu'est-ce qui se passe ici? Ils ont dit qu'ils allaient bientôt emmener des gens du camp. Eh bien, ou alors, ils emmènent déjà ceux qui ont l'hépatite et le virus de l'immunodéficience humaine. L'escouade des parapluies intervient. Ils prennent les personnes atteintes d'hépatite et qui verrez-vous appeler l'escouade des parapluies? Maintenant, comme vous le savez peut-être déjà, le front Prokros connaît certains des combats les plus intenses de cette guerre. Et c'est parce que Poutine a ordonné aux forces russes de prendre le contrôle de la ville d'ici le 15 novembre. Hier, j'ai parlé avec l'ancien Navy Sea Air and Land Chuck Farr. Nous avons examiné de nombreux extraits des opérations en première ligne. Je ne peux pas montrer ces extraits sur YouTube car ils concernent la guerre, ce qui va à l'encontre des directives de la plateforme. C'est exactement pour cette raison que nous avons lancé notre propre plateforme, Basics Insider. Nous l'avons construite à partir de 0, donc nous n'avons aucune restriction. Cela signifie que nous pouvons offrir une couverture totalement non censurée de tout ce qui se passe en Ukraine et dans le monde entier. Regardez dès maintenant le nouvel épisode de Battlefield Breakdown avec Chuck Farr. Si ce type de couverture vous intéresse, visitez basicsinsider.com, où vous pouvez utiliser le lien dans la description ci-dessous, où vous pouvez scanner le code QR qui s'affiche à l'écran. En vous inscrivant, vous aurez accès à une tonne de contenu que nous avons déjà créé, et plus important encore, à tout le contenu qu'ils produiront à l'avenir. En plus de cela, vous soutiendrez la chaîne et notre couverture. Alors merci beaucoup.
Je m'appelle Sam et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.